bien, on se rend compte qu'on a des immeubles qui vont jusqu'à 8 étages, jusqu'à 8 niveaux, ce qui représente une hauteur absolument colossale. Voilà, alors on va vous emmener visiter une rue de Rome. On va aller sur le Champ de Mars. C'est un quartier qui est plat. Et on va aller précisément près du théâtre de Pompée, qu'on vous a déjà fait visiter il y a quelques temps. Et on va se situer précisément à ce niveau-là, sur la rue qui va du Tibre, vous voyez, du pont qui est sur le Tibre, au théâtre de Pompée. C'est une rue qui est encore conservée aujourd'hui. On va partir donc avec ce point de vue. Alors là, dans le fond, vous imaginez le théâtre de Pompée autrefois. Alors, vous avez remarqué que la rue qui est courbe, la rue qui part face à nous, elle suit en fait l'orientation, le mouvement, la courbe du théâtre de Pompée. Et ensuite, on va se retourner dans ce sens-là pour partir dans cette rue-là, mais dans son état du IVe siècle. Voilà, je vais laisser Sophie prendre les commandes. La visite de ce soir, la visite virtuelle de ce soir sera particulière et nous allons réclamer votre indulgence. Plus que jamais, nous sommes davantage ici dans le domaine de l'évocation que dans le domaine de la reconstitution proprement dite. Pourquoi ? Parce que vous comprenez bien qu'il est impossible d'avoir accès à tout le sous-sol de Rome. Donc on ne peut pas s'appuyer sur des plans précis pour chacun des immeubles et en même temps, on a besoin de couvrir de grandes surfaces puisque l'habitat représente une grande proportion de la surface de Rome. Donc on est en train de tester un programme de génération automatique des habitations. C'est un compromis entre le temps passé pour faire les restitutions, qui n'a pas beaucoup d'intérêt scientifique quand il s'agit de travailler sur une répétition d'immeubles qui ne sont pas documentés, et en même temps un compromis avec la nécessité de remplir tous ces espaces. Donc Nicolas Lefebvre a construit ce programme que nous testons avec vous ce soir quasiment pour la première fois en situation réelle. L'inconvénient va être la répétition d'éléments semblables et le mélange d'éléments de façade appartenant à des types différents. Mais ce que nous voulons surtout évoquer avec vous pour cette première, c'est la hauteur. La hauteur des habitations qui bordent les rues et qui est attestée par un grand nombre de témoignages d'auteurs anciens. Dernière précision, d'habitude on vous présente Rome à 15h, le 21 juin à 15h. Pour une fois, on vous la présente à 11h du matin, parce qu'on avait des problèmes à 15h. Voilà. Alors, nous regardons vers le théâtre de Pompée, et puis je vais vous emmener parcourir deux rues qui sont bordées d'insulae, des insulae avec des boutiques au rez-de-chaussée que nous allons également aller voir. Et à la fin de cette visite, j'espère que vous aurez une appréciation globale de ce que pouvait être un quartier d'habitation populaire à Rome à la fin de l'Antiquité. Ce qu'il faut bien comprendre pour une ville comme Rome, c'est que c'est la capitale de l'Empire et que, comme toutes les grandes capitales aujourd'hui, c'est une ville où des appartements de petite taille vont être loués très cher. Et contrairement à aujourd'hui, l'État ne va pas s'occuper de réguler le prix des loyers. Donc, les textes nous disent que les prix des loyers à Rome sont épouvantables. Je vais vous lire un témoignage de Juvénal. Juvénal nous dit « Si tu as la force de t'arracher au jeu du cirque, tu te procureras à Sora, à Frusino, une maison très agréable pour le prix que te coûte à Rome la location annuelle d'un obscur taudis. » Bon, il faut vraiment avoir envie d'habiter à Rome. Mais en même temps, c'est la même chose aujourd'hui. Comparez le prix d'un appartement à Paris avec le prix d'une maison dans nos campagnes. On est exactement dans la même situation que celle décrite par Juvénal. Alors que savons-nous de ces appartements? Que savons-nous de cette mise à disposition des insulae pour des locations temporaires? Si on étudie l'épigraphie et si on étudie les textes, on se rend compte que les locations pouvaient se faire à l'année ou à la nuit. Alors quand les locations étaient à l'année, d'après les inscriptions retrouvées à Pompéi, on renouvelait le bail au calende de juillet, c'est-à-dire le 1er juillet de chaque année. Et quand la location était à la nuit, c'était des locations à prix modique, mais uniquement pour des chambres qu'il faut imaginer comme complètement insalubres,
installés tout en haut des insulae, sous les toits. Apparemment, dans certains cas, il pouvait même pleuvoir dans ces appartements qui n'avaient rien du tout. Ce sont vraiment des abris très très modestes. Dans l'Antiquité, on a une très grande disparité des superficies accessibles pour les locataires. Je vais vous donner 2 chiffres. À Ostie, les archéologues ont mis au jour de très grands appartements pouvant aller jusqu'à 300 mètres carrés. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup et que ça devait être encore plus rare à Rome où on avait des problèmes de place. Toujours à Ostie, si on regarde la moyenne des tailles des appartements retrouvés, on voit que la moyenne, c'est 2 pièces par appartement, pas plus de 20 mètres carrés, et on estime qu'au moins 4 personnes vivaient dans ces 20 mètres carrés. Il y a donc une très grande disparité du partage, une très grande disparité dans le partage des surfaces au sol. En plus d'avoir très peu de place, les personnes qui habitaient dans ces immeubles devaient faire face à 2 problèmes récurrents, les incendies et les effondrements. On le sait parce qu'on a énormément de textes qui en parlent. Alors pourquoi des incendies? D'une part, parce que beaucoup de bois était utilisé dans ces appartements, pour les planchers, pour les charpentes. Deuxièmement, parce qu'il n'y avait pas d'eau courante dans ces immeubles d'habitation, en tout cas pas d'eau courante dans les étages supérieurs. Donc quand le feu prenait, c'était bien compliqué d'éteindre le début du foyer. Et puis troisièmement, parce que la loi n'imposait qu'un très faible espace obligatoire entre 2 immeubles d'habitation. Vous allez le voir quand je vais avancer dans la rue. On sait que la loi n'imposait que 3 mètres entre 2 immeubles. Or, ces immeubles font parfois plus de 20 mètres de haut. Vous imaginez ce qui se passe si l'immeuble de droite prend feu? Tous ceux qui sont accolés à cet immeuble-là vont brûler en un rien de temps. Et on sait d'ailleurs qu'une des techniques utilisées par les pompiers de l'époque, les vigiles, c'était de venir avec des machines de guerre, des balistes, pour abattre les immeubles autour de celui qui était touché, immeuble qui n'avait rien, juste pour faire un pare-feu. Parce qu'une fois que le feu prenait, on n'avait que très peu de moyens pour l'éteindre. Donc ce sont des immeubles qui apparemment brûlent souvent et qui en plus s'effondrent. Comment ça se fait que ces immeubles s'effondrent? Eh bien parce que le Tibre entre souvent en crue et que les inondations à répétition vont finir par gâter les fondations des immeubles. Ensuite, parce que ces immeubles sont construits par des spéculateurs immobiliers qui vont acheter des matériaux le moins cher possible. Donc qui dit matériaux pas trop chers, dit matériaux pas trop solides. Et puis on a aussi des textes qui nous racontent qu'un spéculateur qui avait prévu de construire un immeuble de 2 étages, une fois que le 2e étage était fini, il s'est dit pourquoi pas faire 3 ou 4 étages finalement. Ça me rapporterait plus d'argent. Mais sauf que les fondations, elles avaient été prévues pour 2 niveaux. Et puis au dernier moment, on en fait 3, on en fait 4, on en fait 5. Et puis l'immeuble, il n'est pas conçu pour durer. Donc il va s'effondrer. Et cette réalité, l'effondrement des immeubles d'habitation, on la connaît par les textes. Et on a différents auteurs qui nous parlent de façades étayées par des montants en bois, comme ceux que vous voyez ici. Et Juvénal nous dit qu'au lieu de faire des réparations structurelles, le propriétaire qui voulait bien sûr dépenser le moins d'argent possible en récupérant le plus de loyer possible, ne faisait pas de réparations structurelles, mais mettait des étais, rebouchait les fissures. On fait comme si ça ne se voyait pas, et puis on dit au locataire tout va bien, on récupère l'argent et puis on va habiter ailleurs parce que c'est un peu dangereux d'habiter là. Voilà quelle était la réalité de ces immeubles-là. Au rez-de-chaussée des immeubles, généralement, il y avait des boutiques, ce qu'on a appelé tout à l'heure des tabernae. Alors à Pompéi, on sait qu'un quart des boutiques retrouvées dans la ville, ce qui représente quand même 150 boutiques pour Pompéi, 150 de ces boutiques étaient des boutiques alimentaires, dans lesquelles on allait pouvoir acheter à manger ou à boire. Alors, ces boutiques alimentaires se caractérisent par des comptoirs maçonnés, comme celui que vous voyez ici à gauche. À Pompéi, dans 70% des cas, ces comptoirs maçonnés sont en forme de L, comme à l'image. Dans 20% des cas, ils sont en forme de U. Et dans tous les cas de figure, ils vont avoir des dolias, c'est-à-dire des sortes de grandes amphores comprises dans le comptoir maçonné.
Je vais peut-être vous faire voir ce qu'il en reste aujourd'hui parce que ça va être plus facile à comprendre puisque ce comptoir a beaucoup souffert et ça nous permet de voir en effet ces grands dahlias insérés dans le comptoir en maçonnerie. Alors dans ces bacs, on entreposait la nourriture, de la nourriture solide, mais apparemment jamais de boissons. Regardez ce qu'on a retrouvé dans les commerces alimentaires, dans les villes enfouies sous les cendres du Vésuve. On a retrouvé généralement des porte-amphores pour tout ce qui était liquide. Pour des raisons de conservation, le vin n'était pas gardé dans le comptoir, mais dans des amphores attenantes placées sur le mur de la boutique. Dans ces boutiques-là, on peut éventuellement trouver un chauffe-eau. C'est ce que vous voyez ici au fond de la boutique, tout à droite. Donc le chauffe-eau, à gauche. Bon, c'est pas grave. Le chauffe-eau, ici, va servir à chauffer de l'eau, bien entendu, pour accélérer la préparation des bouillies, pour que ça cuise plus vite, pour préparer des infusions, et puis pour avoir de l'eau tiède qui va permettre de diluer le vin, puisque le vin était très épais dans l'Antiquité. Il fallait le diluer avant de le boire. On peut également avoir des tables de cuisson comme celle qui se situe à droite, voilà, c'est à droite, et qui se présentent à peu près à 80 cm de hauteur. Elles ont un orifice sous la partie où on va cuire les aliments. Dans cet orifice, on place des bûches de bois. Quand on a besoin de cuisiner, le bois est placé sur la partie en tuile, on y met le feu jusqu'à obtenir des braises, et une fois que l'on a une bonne braise, on va pouvoir faire cuire les aliments. Et regardez, dans la plupart de ces boutiques, il n'y a pas de table, ou du moins pas d'installation pour déjeuner, donc les clients vont s'installer accoudés au comptoir maçonné, et tel qu'est placé le comptoir, c'est très intelligent parce qu'ils vont s'accouder et donc s'installer dans la rue, donc sur l'espace public, et ne pas empiéter sur l'espace privé. On sait d'ailleurs que dans ces boutiques, généralement, on pouvait trouver des paravents en bois qui délimitaient un espace réservé aux propriétaires de la boutique, et dans la plupart des cas, derrière ce paravent en bois, on a une petite évacuation d'eau qui va lui permettre, par exemple, de faire sa vaisselle pour pouvoir continuer à servir les clients, même si c'est un petit peu spartiate comme installation. Donc on a beaucoup de commerces alimentaires comme celui-ci dans Rome. On va également pouvoir trouver toutes sortes d'artisans. Ici par exemple un potier. Alors le potier était très important dans une ville comme Rome, car c'est lui qui allait produire un certain nombre d'ustensiles nécessaires pour la vie quotidienne. Alors le potier s'installait derrière les étagères et derrière les tables où il allait exposer ses créations, et il travaillait sur un tour vertical, comme celui-là. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne avec cette image de restitution. Sur le plateau du haut, le potier va placer son argile pour pouvoir la travailler. Il va faire tourner son tour avec le plateau du bas, avec son pied, et une fois que ça tourne, il va façonner ses pots. Voici différents pots qui ont été retrouvés à Pompéi. Ensuite, ces pots étaient cuits dans des fours, soit des fours directement situés dans la boutique, soit un petit peu plus loin. Et ensuite, tout cela pouvait être exposé sur des étagères, comme ces étagères qui ont été retrouvées à Herculanum. Donc, toutes sortes d'artisans pouvaient se côtoyer dans ces rues de Rome. On va quand même aller visiter ensemble un appartement. Mais je n'ai pas choisi de vous emmener visiter un appartement de 300 mètres carrés parce que je sais par les textes et par l'archéologie qu'ils étaient rares, ces appartements. La plupart des appartements ne faisaient qu'à peu près 20 mètres carrés. Ils étaient petits, sombres et mal fichus. Donc c'est un appartement mal fichu que je vais vous emmener voir, mais qui au moins est représentatif de l'ensemble. Alors une des grandes difficultés quand on veut restituer l'habitat populaire de Rome, c'est qu'on n'a quasiment pas d'indications archéologiques. Je vais vous expliquer pourquoi. À Pompéi, on a retrouvé quantité de maisons particulières, des domus, et à Pompéi, la vie s'est figée soudainement dans ces maisons particulières. Les gens n'ont pas eu le temps de fuir. Et donc, quand les archéologues mettent au jour une maison de Pompéi,
eh bien, ils retrouvent plein de choses dans les pièces. Ils vont retrouver les ustensiles, ils vont retrouver ce que les gens faisaient au moment. Et tous ces ustensiles vont aider à comprendre quelle était la fonction des pièces d'habitation. À Ostie, par contre, où on a retrouvé quantité d'immeubles d'habitation, la ville a été abandonnée petit à petit. Les habitants sont partis avec tout ce qui leur appartenait. Les archéologues retrouvent des pièces vides. Donc nous n'avons pas d'indice pour comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de ces pièces. Donc non seulement on n'a pas d'objet, mais en plus on a des pièces qui se ressemblent toutes, qui font quasiment toutes la même taille et qui sont quasiment toutes éclairées de la même façon, puisque les fenêtres sont toutes les mêmes le long de la façade. Alors voilà ce que cela donne. Un appartement de 20 mètres carrés. On a respecté la surface. Alors on a essayé de restituer l'appartement d'un poète. Vous voyez qu'on a installé ici un bureau avec des livres, avec une tablette de cire. Ce poète n'est pas très fortuné parce qu'il n'a qu'une petite armoire où il va mélanger ses livres et puis sa vaisselle parce qu'il n'a pas beaucoup de place pour avoir d'autres meubles. Il a une petite table et puis juste un lit dans la pièce d'à côté et un brasero. Le brasero est le seul moyen de chauffage à l'intérieur des insulae. Il n'y a pas d'hypocauste. Donc pas de chauffage, pas d'alimentation en eau, pas d'évacuation en eau. Donc pas de toilette non plus. Obligation d'utiliser des pots de chambre quand on logeait dans ces appartements. Donc on va avoir froid, et d'autant plus froid que, regardez, apparemment, il n'y aurait pas eu de vitres sur la plupart des fenêtres. Les archéologues à Ostie n'ont quasiment pas retrouvé de bris de verre au pied des immeubles d'habitation. Les textes nous parlent de volets, nous parlent de rideaux. Au niveau de l'archéologie, on trouve ces grilles. Et les textes précisent en effet que c'est raisonnable d'installer des grilles si on ne veut pas que les voleurs viennent chercher le peu de choses que l'on entassait à l'intérieur de son appartement. Donc pas de moyen de se laver, pas de moyen d'aller aux toilettes, pas de moyen de faire la cuisine. Ce sont des insulae qui n'ont rien à voir avec nos habitations. Il n'y a même pas le minimum nécessaire pour la vie. Il faut imaginer que ces immeubles sont des immeubles dortoirs dans lesquels on va juste se rendre le soir pour dormir et dans lesquels on va juste pouvoir installer le minimum de mobilier que l'on a. Et encore, quand je vous dis pour dormir, je suis bien gentille parce que les textes disent qu'apparemment, c'est un vrai problème de dormir dans ces immeubles. L'insonorisation est épouvantable. On entend tout ce que fait le voisin, mais en plus, on entend tout ce qui se passe dans la rue, puisqu'il n'y a pas de vitres aux fenêtres. Et les rues étaient excessivement bruyantes. Imaginez, alors il y a des textes très drôles, il y a le vendeur de saucisses qui n'arrête pas de dire acheter mes saucisses, qui se balade avec sa casserole encore brûlante et puis ça sent à l'intérieur de l'appartement. Il y a celui qui se balade avec ses étais de bois et puis qui manque d'assommer les passants qui passent autour. Et puis quand même, je vais vous citer deux textes. Juvénal nous dit « À Rome, nombre de malades succombent à l'insomnie. Dans quel appartement loué le sommeil est-il possible ? Il faut avoir beaucoup d'argent pour dormir dans cette ville. » Et Martial nous dit « Le droit de vivre vous est refusé le matin par le maître d'école, qui râle après ses élèves, les nuits par les boulangers et toute la journée par les marteaux des chaudronniers. » Donc quand je vous dis qu'on rentre dormir dans ces immeubles, c'est seulement si on est de bonne composition. Donc il n'y a pas d'eau, d'où la nécessité, enfin pas d'eau aux étages du moins, d'où la nécessité d'avoir des fontaines réparties très régulièrement à Rome. Donc on sait qu'au IVe siècle, on le sait par un texte qui s'appelle les Régionnaires, on sait qu'au IVe siècle à Rome, il y avait 1216 fontaines à Rome. C'est énorme. 1216 fontaines sur 1800 hectares. Ça nous fait une fontaine et demie. Excusez-moi de compter en demi-fontaine, mais une fontaine et demie par hectare. Et à titre de comparaison, on sait qu'à Pompéi, il y avait moins de 80 mètres à parcourir pour pouvoir trouver une fontaine. C'est normal, puisqu'il fallait bien aller à la fontaine chercher l'eau quand on en avait besoin. Et généralement, c'était le travail réservé aux femmes. En face de cette fontaine, je vais vous emmener visiter un barbier. Alors non pas que je veuille privilégier les messieurs, mais parce que les dames se faisaient plutôt coiffer dans la sphère privée par une servante qui s'appelait l'ornatrix. Le barbier avait différentes fonctions dans l'Antiquité. Il servait
pour raser la barbe, pour coiffer les cheveux et pour couper les ongles. On le sait parce que Martial nous décrit précisément les outils utilisés par le barbier. Et donc, quand on venait se faire couper les cheveux, on pouvait se regarder dans des miroirs qui n'avaient rien à voir avec nos miroirs d'aujourd'hui. Ce sont des miroirs qui étaient en métal poli, mais qui permettaient tout de même de se regarder. Voici un exemplaire de miroir qui a été retrouvé à Pompéi. Celui-ci est portatif. Et regardez ce bas-relief retrouvé à Trèves, où on voit un personnage qui est en train de se faire coiffer, et on lui montre le résultat avec un miroir circulaire comparable à celui que nous avons placé tout à l'heure sur le mur. Alors quelque chose d'assez rigolo, c'est que Horace nous dit que toutes les histoires croustillantes qu'il y avait à raconter à Rome, tous les barbiers les connaissaient par cœur. Parce qu'apparemment, c'était des vraies pipelettes qui colportaient tout ce qu'il y avait d'intéressant à raconter. J'espère qu'il n'y a pas trop de coiffeurs dans la salle qui vont m'en vouloir, mais on peut quand même faire un parallèle avec certains de nos coiffeurs. Devant nous, nous avons ce qui va servir à transporter le maître de maison, celui qui a suffisamment d'argent pour ne pas marcher dans les rues, qui, on vous l'a dit, pouvaient être boueuses, qui pouvaient être sales. Et il se faisait transporter dans cette litière par 2 ou 4 esclaves, et éventuellement, la litière pouvait même être fermée par des rideaux. Alors ça, c'était très confortable d'éviter de marcher dans les rues de Rome parce qu'on ne savait jamais trop ce qui allait tomber par les fenêtres. Eh oui. Alors Juvénal nous dit que quand on se promène dans les rues de Rome, si on se prend un pot de chambre sur la tête, il faut s'estimer heureux parce que des fois, c'est autre chose qui tombe. Bon. Alors normalement, c'est interdit, mais apparemment, à la faveur de la nuit, certains trouvaient ça plus commode de balancer tout cela par les fenêtres. Bon. Il y a une autre fontaine que nous avons restituée un petit peu plus loin dans cette rue. Cette fontaine est couverte, ce qui permettait d'éviter que des saletés puissent tomber dans l'eau et du coup de garantir la salubrité de l'eau qui allait être distribuée aux habitants. À côté de cette fontaine, je vais vous emmener voir une boulangerie. Mais alors attention, on est assez loin de la boulangerie telle que vous pouvez la trouver à Caen ou dans vos villages. À Rome, dans la boulangerie, on faisait toutes sortes d'opérations. Il fallait déjà moudre le grain pour récupérer la farine. Et pour moudre ce grain, on utilisait des moulins qui pouvaient soit être activés par des hommes, soit être activés par des animaux. Mais si on a des animaux pour activer les moulins, il faut bien une écurie. Donc, certaines boulangeries d'Ostie présentaient des écuries, comme celle-ci, en plein centre-ville. Vous imaginez les odeurs pour celui qui habite au-dessus. Mais bon. Donc on a l'endroit où l'âne ou le cheval va boire, ou le mulet. On a également une mangeoire avec du foin ou avec du trèfle, nous disent les textes. Et puis à proximité de l'écurie, on va trouver le moulin. Donc ici, c'est un âne qui va activer ce moulin qui est composé de 2 parties. Il y a une partie creuse, c'est le cocotier que vous voyez ici au-dessus. Cette partie creuse vient se ficher sur une partie conique. Le blé est versé par-dessus. Quand l'âne va tourner, la farine va tomber en bas du moulin. Et quand je vous dis la farine va tomber en bas du moulin, c'est partiellement faux. Parce que ce que l'on va trouver, c'est la farine avec le son, avec l'enveloppe qui entoure le grain. Et on ne va pas pouvoir faire du pain avec du son. Donc la première chose à faire, ça va être d'utiliser des tamis, comme ceux que l'on trouve ici au fond de la boulangerie. Donc des tamis qui vont servir pour le blutage, c'est-à-dire pour séparer la farine du son. Alors des tamis, on n'en a retrouvé aucun exemplaire au niveau archéologique. Mais par contre, ils sont bien représentés sur certains bas-reliefs. On a plusieurs bas-reliefs qui nous représentent le travail du boulanger. Ici, on voit par exemple les ouvriers qui sont en train de préparer la pâte. Sur cette image, vous découvrez les moulins qui se trouvent justement à proximité des boulangeries. Donc du coup, ce sont des très grands ensembles. Les boulangeries retrouvées à Ostie, que je retrouve le chiffre, ont en moyenne 9 meules par boulangerie. Donc celle que je vous montre est toute petite. La superficie moyenne des boulangeries à Ostie, c'est entre 600 et 5000 m². On est donc plus proche d'une industrie, enfin entre guillemets, que d'un petit boulanger de quartier. Et regardez ce pain
c'est celui qui a servi de modèle pour notre restitution. Il est très très bien cuit parce qu'il avait été mis à cuire le jour de l'éruption. Bon, les archéologues l'ont retrouvé dans les fours de Pompéi. Quand ils ont trouvé les fours, ils l'ont ouvert, le pain était à l'intérieur. Donc ces pains, on les connaît. Ils font entre 14 et 18 cm de diamètre. Et ils étaient pourvus de stries, vous voyez, au-dessus du pain. On sait que ces stries étaient faites par le boulanger avant qu'il ne le mette à fermenter, avant de le cuire. Et regardez, on voit bien ces pains, encore une fois, représentés sur cette peinture de Pompéi. Donc on est un peu loin de notre baguette, on est sur des pains ronds. Et ici, on pourrait penser que c'est le boulanger qui est en train de vendre du pain, mais en fait, certainement pas. Parce que la personne qui se trouve derrière le comptoir est habillée en toge. Je ne pense pas que vous avez l'habitude de voir votre boulanger en costard-cravate. C'est à peu près l'équivalent. Donc probablement que c'est un magistrat qui se présente à des élections et qui est en train de distribuer gratuitement du pain. Eh oui, mais cette peinture nous a été utile pour autre chose. Elle nous a été utile pour le comptoir. Vous voyez le comptoir sur lequel les pains sont installés, avec 4 planches clouées apparemment sur des montants verticaux. Eh bien, regardez, je vais me rendre à côté, dans la pièce où les pains vont être constitués, et je vais retrouver ce comptoir avec les pains mis à la vente. Sauf qu'avant de les vendre, il faut bien sûr faire le mélange, puisque tout à l'heure, on en était encore à la farine. Donc, dans cette pièce-là, on va faire le mélange, la farine, l'eau, le levain, et ensuite, on va mettre les pains à reposer pour la fermentation. Alors, on ne sait pas trop combien de temps le pain romain devait reposer, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une caractéristique des boulangeries anciennes que de présenter ces grands alignements d'étagères pour la fermentation du pain en attendant qu'on puisse le cuire. Et le pain était cuit dans la même boutique, dans des fours qui se présentent soit en forme rectangulaire comme ici, soit de forme semi-circulaire, un petit peu plus rare. Donc le boulanger fait absolument tout dans cette boutique. On pourrait dire qu'il est au four et au moulin. Et les clients vont se présenter encore une fois depuis la rue pour venir acheter ces pains de façon quotidienne, puisque c'était un aliment de base dans l'Antiquité. Alors je vais encore continuer un tout petit peu, je voudrais vous emmener, je crois que c'est un peu plus loin. Voilà, je voudrais vous emmener voir un deuxième commerce alimentaire. Vous allez me dire c'est le même que le premier. Pas tout à fait. Pas tout à fait parce que dans ce deuxième commerce-là, regardez ce que nous avons. Nous avons une salle où on va pouvoir consommer et jouer. Et on a des bas-reliefs qui représentent effectivement des salles à côté des commerces alimentaires, dans lesquels il faut imaginer les hommes venir jouer au dé, parier, venir se détendre avant de rentrer chez eux. Et vu les immeubles, vu l'intérieur des appartements que nous avons restitués, on peut en effet comprendre qu'ils aient besoin de se détendre avant de rentrer à la maison. Alors, je voudrais maintenant vous dire quelques mots de la notion de concentration des types d'artisans par quartier. Si certains d'entre vous ont lu certains ouvrages, disons datant de moins de 50 ans, c'est une notion qui est relativement, c'est une notion que l'on trouve relativement souvent. Et pourtant, quand on reprend les sources, il semblerait que ce soit une notion qu'il faille aujourd'hui partiellement revoir. C'est Nicolas Montexte, le même chercheur que celui dont nous vous parlions tout à l'heure, qui a repris ces questions-là. Et il cite 2 exemples que je voudrais vous exposer parce que je les trouve tout à fait clairs. Nicolas Montexte nous dit qu'il y a une inscription qui parle d'un vicus sandaliarius à côté de Subur. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Un vicus sandaliarius, c'est le quartier des confectionneurs de sandales. Bon, bah pourquoi pas? On aurait tendance à penser que dans ce quartier de Subur, on aurait une concentration de marchands de sandales. Le problème, c'est que les autres textes qui nous parlent précisément du même quartier ne parlent pas du tout de marchands de sandales. Olugel parle de ce même quartier en disant que c'est là qu'il va quand il veut fréquenter les libraires. Quel est le rapport entre les deux? On ne sait pas trop. Deuxième exemple. Il prend l'exemple d'une épitaphe, c'est-à-dire le texte gravé sur le tombeau de Caius Lucretius et de son frère. Alors sur cette inscription, on sait que Caius et son frère
sont des pigmentarii, c'est-à-dire soit des fabricants de pigments, soit des vendeurs de pigments. Donc on sait qu'ils sont fabricants de pigments d'après ce qu'il y a écrit sur leur tombeau. Et sur leur tombeau, il est également écrit qu'ils officiaient dans le vicus lorarius, dans le quartier des fabricants de courroies. Qu'est-ce que des marchands de pigments font dans le quartier des fabricants de courroies? Eh bien tout simplement, à leur époque, ce quartier-là n'était plus principalement occupé par des fabricants de courroies. Le nom donné à cette rue correspond uniquement à un moment donné de l'histoire et il ne faut pas chercher parce qu'on a le nom d'une rue à vouloir restituer à la chaîne 10 ou 20 cordonniers. Ça n'a aucun sens, ça ne correspond qu'à un moment éphémère de l'histoire. L'étude d'un quartier populaire de Rome, vous le voyez donc à travers la visite de ce soir, est une problématique qui n'est pas simple. Il est difficile d'appréhender ce que pouvait être l'habitat populaire à Rome. Il est difficile également d'appréhender ce que pouvaient représenter les artisans qui s'installaient au pied de ces boutiques. Ce qu'il faut absolument, c'est éviter de généraliser. La généralisation nous amène à faire des erreurs. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les immeubles dont je vous ai parlé ne sont pas l'équivalent de nos appartements modernes. Les Romains qui logeaient dans ce type de logement passaient nécessairement toute leur journée à l'extérieur de leurs immeubles. Ils utilisaient les latrines publiques pour aller aux toilettes. Ils allaient se laver dans les thermes. Ils consommaient toute leur nourriture à l'extérieur de chez eux. Même pour boire un verre, ils étaient obligés de sortir de chez eux. Et à côté de ça, sur d'autres secteurs de la ville, on peut trouver des insulae de luxe qui s'apparentent à de véritables hôtels particuliers. Et entre les deux, il faut imaginer toute la nuance possible de taille et de luxe de logement. Une mégapole comme Rome accueillait sensiblement 1 million d'habitants. Elle brille donc par sa diversité, par la multitude des classes sociales qu'elle va accueillir. Et cette multitude, cette diversité, est fatalement très marquée au niveau de l'urbanisme de la ville. Il faudra certainement, à terme, représenter des rues de Rome bien plus délabrées que celles que je vous ai emmenées voir ce soir. Mais toute la difficulté, c'est que nous n'avons pas de sources archéologiques pour savoir comment se présentaient ces immeubles délabrés, ceux qui sont très miséreux et qui correspondent aux descriptions que je vous ai lues. Et je n'ai pas non plus de sources iconographiques, car on ne représente jamais ce qui ne fait pas la gloire d'une civilisation. Les textes que je vous ai cités permettent de toucher du doigt quelle était la réalité de la vie des plus miséreux, de ceux qui s'entassaient dans cette ville. Mais ces textes ne donnent aucune information précise sur la taille des logements concernés. Nous avons donc ce soir essayé de vous montrer un habitat populaire moyen. Le but était de représenter cet aspect de Rome trop souvent méconnu, sans l'enjoliver, mais sans non plus le caricaturer. Les textes qui nous parlent des habitats les plus pauvres sont des textes écrits par des satiristes. Ils prennent un malin plaisir dans leur satire à décrire les cas extrêmes. Comment savoir si on est dans la caricature ou pas? Comment savoir quelle partie de la population correspond à leur description? Est-ce que c'est un cas sur 1000 ou est-ce que c'est fréquent? Je n'en sais rien. Et je n'ai aucun moyen de le savoir. Je laisserai donc à chacun d'entre vous la liberté de juger de ce que pouvait être l'habitat populaire à Rome avec toute la multitude de logements et d'artisans que vous pouvez imaginer. Je vous remercie.